Bonsoir les amis, aujourd'hui on va essayer de diagnostiquer un téléphone qui est complètement... J'ai eu pas mal de personnes qui demandent comment diagnostiquer un téléphone qui est mort. Déjà il faut savoir que le diagnostic se fait étape par étape. Je vais vous montrer comment on diagnostique un téléphone complètement mort. Et je vais vous montrer toutes les étapes. Donc on va faire étape par étape, commençant par la charge jusqu'à trouver la pièce qui a un problème. Et il faut savoir que lorsqu'on diagnostique jamais un téléphone, le but n'est pas toujours de réparer le téléphone. L'objectif, c'est de trouver ce qui empêche le téléphone de démarrer. Ok, directement on va passer au test. Je vais donner à mon stagiaire, c'est lui qui va diagnostiquer. Et je vais le guider s'il faut le guider. Ok, on commence le diagnostic. Okay. Donc, il faut tout savoir que lorsque vous avez un téléphone qui ne charge pas, on commence par la charge. Vous branchez le téléphone, vous essayez de regarder la consommation. Donc ici, vous pouvez y avoir, notre téléphone consomme 0,670 ampères. Donc ça veut dire que le téléphone n'a pas de problème de charge. Si on regarde ici en haut, on peut voir il y a la lumière de charge qui brille là. Donc on peut bien voir qu'il y a le volant de charge qui est là. Mais on n'a pas d'affichage. Ok, la deuxième étape consiste, lorsque vous avez branché le téléphone comme ça, la deuxième étape va consister à vous déconnecter la batterie. Il faut remettre le chargeur pour tester. Parce qu'il arrive que sur d'autres téléphones, on a un court-circuit sur la ligne principale. Lorsque vous branchez le téléphone, jamais lorsque vous avez un téléphone comme Techno, Itel, Infinix, qui utilise plutôt les transistors pour charger. Normalement, il ne doit pas avoir de consommation lorsque la batterie n'est pas connectée. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a une consommation de 0,20 ampères, ce qui indique que le téléphone doit avoir un court-circuit. Bon, le court-circuit peut être n'importe où, hein. Pas forcément sur la ligne, principale. Donc on va essayer de diagnostiquer. On va essayer de tester l'alimentation pour voir combien le téléphone consomme et pour voir si on peut essayer de le trouver avec la caméra thermique. Donc là il va essayer de connecter, souder. Voilà comment déjà les technos n'ont pas comme il n'y a pas la connexion pour le câble boot, on est obligé de souder le petit bout de ting. Donc ensuite on va prendre notre câble boot, on va accrocher dessus, on va essayer de démarrer. Regardez bien, on met le puce sur VBAT. Attends, donc juste là, vous avez vu, on a branché, on n'a pas de consommation. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Déjà ici, ça montre que ici la consommation est à 0,0. Il faut savoir que lorsque notre consommation ici est à 0, on a 0,03. Déjà, le troisième chiffre là, ça ne compte pas. Ça veut dire que ici, c'est le câble qui consomme les 0,03 ampères qu'on a là. Donc ici, il faut savoir que lorsque vous branchez votre téléphone comme ça et que vous avez connecté la batterie sur l'alimentation et on n'a pas de consommation, ça indique que notre ligne principale n'a pas de problème. Ça veut dire quoi? Si je peux essayer de vous schématiser ça vite sur le schéma. Allons un peu sur le schéma, j'essaie de vous montrer vite. Il faut savoir qu'on soit sur les... Bon, lorsqu'on va arriver sur les Android, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le circuit principal sur le téléphone, on va prendre, prenons le circuit principal sur le téléphone, qu'on soit sur Android ou sur iPhone. C'est vrai que sur iPhone, il y a l'autre ligne qui s'ajoute. On a notre connecteur de batterie
je vais prendre ici le connecteur de batterie. Voici le connecteur de batterie. Ici, on peut avoir notre puce sur certains circuits qu'on a la puce de charge. Il y a d'autres, on a la puce de charge avant d'avoir notre Power IC comme ça. Donc la tension qui vient de la batterie, ça peut soit passer par la puce de charge ou passer directement sur... Bon. Attendez, je recule. Voilà, j'espère que là vous voyez très bien. Voilà. Là, je vous explique. Ici, sur le cas, si on est sur l'Android, j'ai dit que sur l'Android, on a généralement deux systèmes de charge. Soit la charge, deux systèmes. Soit on a une puce de charge, soit on a un transistor qui gère la charge. Ici, comme ça, c'est sur notre techno, si on n'a pas une puce de charge, ça veut dire que la ligne qui quitte, c'est que la ligne qui quitte sur le connecteur de la batterie ici, ça part directement sur le Power IC. Donc c'est toute la ligne là qui représente la ligne principale. En passant, donc ça va passer par aussi par ici en bas, on a des trucs comme le circuit backlight, circuit Wi-Fi, on a circuit backlight, circuit Wi-Fi, circuit graphique, on a quoi d'autre? On a le réseau. Donc on a plein de circuits qui sont reliés sur la ligne principale. Donc ils prennent directement leur source et la ligne principale. Donc on va dire que tout ça, ça prend sa source ici. Oh, la souris ici, je fais quoi? Voilà. Donc on est ici sur le connecteur de la batterie. On a connecté notre téléphone sur l'alimentation. On n'a pas de consommation. Donc ça veut dire que toute la ligne principale ici, il n'y a aucune des pièces qui n'a le problème. Si on a par exemple un court-circuit, ça veut dire que, bon, là, déjà ici, il faut savoir que notre ligne principale n'a rien. Lorsqu'on a une consommation, la consommation qui est là, ça ne peut être que sur la ligne secondaire. Et on l'a lorsque notre téléphone est en charge. Déjà, lorsqu'on connecte le téléphone, ça appuie sur le bouton d'allumage, on n'a rien. Ce qui indique que notre circuit principal n'a pas de problème. Donc maintenant, lorsque notre tension principale arrive à l'alimentation ouvre le circuit. Lorsqu'on appuie sur le bouton, l'alimentation, le Power IC va sortir plusieurs tensions maintenant qui va alimenter, par exemple la RAM, le CPU, sortir les tensions comme les tensions VIO. Donc ça va sortir plein d'autres lignes qui représentent généralement la ligne secondaire. Ok, bon, ici je voulais montrer comment savoir si on a un problème sur la ligne principale ou pas. Déjà ici, comme on a branché le téléphone, qu'on n'a pas appuyé sur la touche, on n'a pas de problème sur la ligne principale. Notre ligne principale se comporte très bien. Et aussi pour savoir, lorsque on a une puce de charge, la ligne principale part de, lorsqu'on a une puce de charge, on a une ligne déjà, attends, je mets champ de couleur. Pour les téléphones Android qui ont une puce de charge, on a une ligne qui va quitter de la batterie à la puce de charge. Ensuite, une autre ligne qui va quitter de la puce de charge à l'alimentation. Ce qui fait qu'ici, on a deux lignes. On a la ligne VBAT qui est la ligne ici et la ligne V. Cette ligne-ci, on l'appelle la ligne V système ou la ligne VHP. C'est la ligne ici qu'on appelle, donc ça c'est la ligne VBAT. Ça c'est VBAT. Juste ici, on a V système. Bon, ça peut être ou VPA ou VHP ou VHP ou V système. On peut aussi l'appeler ici V système. Ça c'est au cas où on a une puce de charge. Donc ce qui fait qu'ici, si on branche le téléphone, on n'a pas de consommation. Lorsqu'on a une puce de charge, la partie qui représente la ligne principale, c'est toute la ligne qui tend de connecter la batterie jusqu'à la ligne VHP. Donc, c'est-à-dire que si vous branchez le téléphone ici et qu'il n'y a pas de consommation,
Ce qui signifie que ça montre que toute la ligne de la batterie a la plus de charge au Power IC. Il n'y a pas de problème. Donc le problème doit être ailleurs. Ok, ça c'est la première étape. Maintenant on va essayer de démarrer le téléphone pour voir comment ça se comporte. Essaye un peu de démarrer. Ok, on va regarder sur l'alimentation, on va voir si ça consomme, si le téléphone démarre ou si ça consomme. On a combien sur l'alimentation? Vous voyez, regardez la consommation sur l'alimentation, ça monte jusqu'à 0,100 quelque chose, après ça chute. Ici, il faut savoir que lorsque vous voyez la variation comme ça, la variation fait un peu brusque, démarre un peu, on quitte de combien? Là, 13, bon, disons 13, 30, quelque chose, 70, et on tombe à 100 quelque chose. Il faut connaître que la variation, ce n'est pas normal. Lorsqu'un téléphone démarre, la variation est progressive. Donc, ça va monter au fur et à mesure. Bon, le temps que j'aurai la courbe pour gérer le démarrage, je vais vous montrer. Donc ici, notre téléphone, ça monte. Lorsqu'on appuie sur le bouton, ça monte, ensuite ça chute à 0. Maintenant, j'ai dit le symptôme, c'est jamais ça indique un court-circuit. Déjà, la variation est brusque. Lorsque la variation est brusque, ça indique que le Power IC essaie de faire son travail, donc ça essaie d'envoyer une tension au CPU, une tension sur la ligne secondaire, et après il y a un problème. Du coup, le CPU lui demande de s'arrêter. C'est ce qui se passe dans ce cas-ci. Ok, comment trouver le problème ici? Il y a deux façons de trouver. La première méthode, c'est ce qu'on a vu. Lorsque le téléphone était en charge, on mettait le téléphone en charge et on n'avait pas connecté la batterie, ça consommait. C'est la meilleure façon de le trouver. Puisque lorsque le téléphone lorsqu'on met la batterie et qu'on démarre, le téléphone démarre pas, ça monte, ça chute. C'est vrai que si on veut tester la batterie, ça va être un peu plus compliqué. À moins que vous court-circuitez la ligne, démarrer et la masse, ça fait que ça va démarrer en boucle. Là, vous pouvez trouver la pièce qui a surconsommation. Bon, là, on va commencer par plus simple. Hein. On va brancher le chargeur et on va regarder les pièces qui chauffent. Déconnecte, tu mets le chargeur, on va localiser la pièce qui consomme lorsqu'on n'a pas la batterie. Donc, j'ai dit déjà sans la batterie, on ne doit pas avoir de consommation. Bon, du coup, branche un peu. Je vais passer sur la caméra thermique. On va essayer. Branche un peu le chargeur. Voilà, vous voyez, là, sans la batterie. Regardez, on n'a pas de batterie. On a une consommation de 0,319 ou 320, ce qui est énorme. Normalement, on ne doit pas avoir de consommation sans la batterie. Maintenant, on va essayer de... Maintenant, on va passer à la caméra thermique. On va essayer de voir. Ok, sur la caméra thermique, on constate quoi? On voit que le Power IC chauffe. C'est une tension qui... le chauffage... Ça a lâché une branche. On peut voir le Power IC. La température monte brusquement à 667. Bon, ça monte au fur et à mesure. Oh, ici, ça lâche. De ici, on a notre Power IC qui chauffe. Ce qui indique que, déjà, il faut savoir, lorsqu'on a, comme ici, par exemple, branche. Voilà. Donc, déjà, ici, on peut voir notre consommation ici. Donc déjà ici on peut voir notre consommation au fur et à mesure, on a la valeur qui monte. Donc ce qui indique que le Power IC a un problème. Je vais vous expliquer en quelque sorte ce qui se passe avec le Power IC. Pourquoi le Power IC chauffe? Je vous explique en bref. Il faut savoir que
Lorsque notre power IC est alimenté par la tension, attendez, je dessine. Lorsque notre power IC reçoit, donc c'est mieux de prendre l'autre couleur, prenons couleur, bon, prenons, non pas la bleue, la verte, ça peut passer. Ici, vous représentons, voici notre power IC, juste là. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque ici notre téléphone est en charge, il faut savoir que lorsque le téléphone est en charge, normalement ça doit s'allumer. Ça veut dire que le power IC doit alimenter tous les autres composants. Donc ce qui fait que lorsque notre téléphone est alimenté par la tension, si je prends de la tension, par notre tension VBAT ici, notre tension VBAT, on doit avoir, ça va faire sortir plusieurs lignes. Jamais on appelle ça les lignes bulk. Ce sont les lignes secondaires. Bon, appelons simplement les lignes secondaires. On va parler trop dans le fond parce que je n'ai pas encore eu à expliquer comme ça. Donc ça va faire sortir plusieurs lignes secondaires qui va alimenter par exemple, on aura une ligne qui va alimenter par exemple le CPU. Bon, mettons, je vais mettre plusieurs lignes d'abord. On va avoir plusieurs lignes. On doit avoir plusieurs lignes comme ça. Voilà. En plus d'autres lignes, si on aura encore d'autres lignes, je vais essayer de les représenter, même comme ça va être important. Parce qu'après la ligne bulk, on a aussi certaines lignes qu'on appelle les lignes LDO, qui c'est de l'alimentation, des trucs comme les caméras. Bon, ici c'est pas très important. Bon, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on appuie sur le bouton d'allumage, déjà il faut savoir que dans le Power IC, je vais essayer de le représenter. Dans le Power IC, les lignes ici sont représentées comme ça. Il faut savoir qu'au niveau du Power IC, on a plusieurs entrées VBAT. Ce n'est pas seulement une entrée comme j'ai dit. On a le même nombre d'entrées qui est le même nombre de sorties. C'est-à-dire qu'on a plusieurs lignes VBus qui entrent. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Plusieurs lignes VBAT. C'est relié à plusieurs condensateurs. Bon, j'ai mis, ça fait combien? 855. Donc il faut savoir qu'on a plusieurs lignes qui entrent. Et lorsque chaque ligne entre, ça va faire sortir une tension. Ça va faire sortir une tension. Ça va faire sortir une tension. Par exemple, on va avoir la tension ici qui va aller par exemple alimenter le CPU. Normalement, le CPU, on a plusieurs tensions. On peut avoir, ça c'est le V Pro, on a le corps, ça n'a pas aussi CPU, ça n'a pas aussi au CPU. On doit avoir une autre tension. Bon, on a trois tensions qui vont aller au CPU. On a une autre tension qui va alimenter le 0 qui est le VPH ici. Maintenant, on a une autre tension qui est jamais appelée la tension S1. Bon, si c'est on a S1 ou S2. Cette tension-ci, c'est jamais de tension L2. C'est une tension que lorsque ça sort, ça entre dans la puce d'alimentation et ça ressort pour aller alimenter d'autres circuits. Bon, lorsqu'on va arriver sur les circuits, je vais bien vous expliquer. On a une autre ligne, je vais vous expliquer une autre ligne qui est aussi importante, qui peut empêcher le téléphone de démarrer. Donc déjà, il faut savoir, premièrement, si notre Power IC n'est pas alimenté, le téléphone ne peut pas démarrer. Si on a aussi une autre tension importante qui s'appelle la tension VIO, si la ligne là est en court-circuit, comme on voit, ça consomme ici. Ici, ça consomme parce qu'on a une ligne qui est en court-circuit. C'est pour ça que ça consomme. Parce que lorsqu'on a branché sur l'alimentation, on avait zéro consommation. Si lorsqu'on met en charge, ça consomme, ça veut dire qu'on a une ligne secondaire. Donc il doit y avoir une ligne secondaire ici qui est en court-circuit. Bon, déjà, je vais vous parler des trois lignes importantes qui peuvent faire que le téléphone ne démarre. En fait, qui peuvent être en court-circuit. Parce qu'on a les autres lignes de CPU comme ça qui sont rarement en court-circuit. Jamais les lignes qui tombent plus en court-circuit sur les téléphones techno et iTel. Bon, déjà on a la tension VIO. La tension VIO, c'est une tension qui quitte. Bon, essayons de changer de couleur.
La tension VIO, c'est une tension qui quitte de L2. Généralement, c'est VIO. On l'appelle généralement le VIO, VI 1,8. On a une tension VIO. Lorsque la ligne est en court-circuit, le téléphone ne démarre pas. Ou si votre téléphone démarre, ça va démarrer, après ça va s'éteindre. Démarrer et s'éteindre. Ou arriver sur le logo, sur le menu, après ça s'éteint directement. Voici les symptômes de ça. Maintenant, on va sur une autre ligne qui permet d'alimenter le USB. On appelle généralement la ligne là, la ligne 3 volts, 3,3 volts. C'est la ligne, c'est VDD. On appelle c'est la ligne VDD 3,3 volts. Cette ligne, c'est une ligne qui permet d'alimenter les périphériques, bon, les périphériques USB. Ou c'est généralement on l'appelle aussi VUSB 3,3 volts. Ça peut être aussi VUSB 3,3 volts. Et cette ligne-ci, c'est une ligne qui quitte directement lorsque ça quitte du Power IC, ça quitte directement du Power IC et ça part directement au CPU. Donc ici, ce qu'on va faire pour savoir si on a un problème qui est situé sur la ligne là, parce que lorsque une des lignes est touchée, généralement on doit avoir deux puces qui chauffent. On doit avoir le Power IC qui chauffe en première, aussi le CPU qui va chauffer. Donc si on constate aussi ici que le CPU chauffe, ça veut dire que on doit avoir une des deux lignes ici qui est en court-circuit. Ok, qu'est-ce que je peux ajouter ici? Bon, je voulais expliquer pourquoi le Power IC chauffe. Pourtant, ce n'est pas le Power IC qui est le problème ou qui peut être le problème, qui est généralement pas le problème. Il faut savoir que lorsque le téléphone fonctionne comment, il faut savoir que pour qu'un téléphone fonctionne, généralement la plupart des personnes font plus référence à la tension. Il ne suffit pas seulement une tension, lorsqu'on mesure une tension pour que le téléphone fonctionne. Généralement, le Power IC reçoit... bon, je vais annuler ça, on va revenir. Annulons ça. Revenons. Déjà ici, il faut savoir que lorsque le Power IC reçoit son alimentation, changeons de couleur, c'est même quelle couleur, on peut prendre là, rouge. Voilà, il faut savoir que lorsque le Power IC reçoit l'alimentation, qu'est-ce qui se passe? Dans le Power IC, généralement ça reçoit une alimentation, qui vient de la batterie. On a par exemple 4 volts avec un ampérage. Parce que ce qui fait chauffer le téléphone, c'est l'ampérage. On a jamais, on peut avoir 4 volts avec 5 ampères. Et les 5 ampères là, comme on a vu qu'on a plusieurs sorties ici, ce qui se passe, c'est que chaque partie a sa part d'ampérage qui consomme. Chaque partie a sa part d'ampérage. Donc c'est comme ce Power IC est divisé en fonction de toutes les tensions que ça va sortir. On peut dire que la ligne ici, ça prend par exemple sur 5 ampères, je veux mettre, disons que ça prend par exemple 0,2. Par exemple, supposons que si la ligne ici, une ligne ici qui sort et qui va par exemple au CPU, et qui va au CPU par exemple en court-circuit. Ça c'est CPU. Si la ligne est en court-circuit, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que la ligne se contente uniquement de ces 0,2 ampères qu'il est censé avoir pour fonctionner normalement, le Power IC, lorsque la ligne est en court-circuit, le Power IC, la ligne va chercher à tirer plus. Donc ça va demander, lorsque c'est en court-circuit, ça demande plus d'ampérage. Le Power IC, au lieu d'envoyer 2 ampères, ça va envoyer plus. Ça va envoyer par exemple peut-être 2 ampères ou 3 ampères. Ce qui fait que le téléphone ne peut pas démarrer. Ou si votre téléphone arrive à démarrer, puisque ça va chercher à chaque fois compenser la ligne ici. Chaque fois compenser la ligne va vous demander plus d'énergie. Et comme lui ne peut pas fournir ça, le téléphone s'éteint.
où le power ice va se mettre à chauffer parce que le power ice il travaille plus. Il était censé normalement, parce qu'on va dire que normalement il était censé envoyer seulement 0,2, il se trouve à envoyer déjà 3 ampères ou 2 ampères. Donc vous voyez, c'est ça qui donc ça le fait chauffer le power ice. Plus il travaille, plus il le fait chauffer. C'est ça qui dit que dans ce cas-ci, lorsque ça chauffe comme ça, on ne retire jamais. Lorsqu'on a une puce qui chauffe, on ne peut jamais retirer la puce. Il faut d'abord chercher pourquoi la puce chauffe et vérifier la ligne qui chauffe. C'est pour ça que je prends la peine de tester toutes les lignes secondaires ou toutes les lignes, ou si c'est la ligne principale avant de localiser. Je n'enlève pas la puce avant de tester. Parce que pour que le power ice se chauffe, pour que le power ice soit en court-circuit, c'est très rare. Donc, je me contente toujours de tester d'abord toutes les lignes secondaires avant de voir. Ok, bon, j'espère que vous avez compris. Je vais essayer maintenant de... Alors maintenant, on va maintenant passer à la suite. On va aller vérifier pour voir si on a le CPU qui chauffe aussi. Donc, tu vas essayer de tourner la carte, mais tourne un petit peu sembler la caméra thermique. Enlève. Voilà, là on a tourné la carte, mais on repasse en bas la caméra thermique. On va voir est-ce que le CPU chauffe. Le CPU se trouve où? Est-ce que ça chauffe? Le CPU ne chauffe pas. Enlève un peu le chargeur. Est-ce que le CPU chauffe? Ça chauffe? On ne sait pas est-ce qu'il chauffe là-bas. Remets le chargeur. On va voir si le CPU chauffe aussi. Est-ce que le CPU chauffe? On peut voir ici qui chauffe par derrière et traverse. Ouais. Est-ce que... Ok. Bon. Là, on a le CPU, il ne chauffe pas. Bon, c'est pas grave, on va toujours procéder de la même façon. J'ai dit dans la réparation, on ne fait pas jamais, c'est pas bien de faire les fixations. Donc, on va toujours diagnostiquer étape par étape. Donc, on voit qu'ici, on a notre power IC qui chauffe et le CPU ne chauffe pas. Bon, dans certains cas, vous pouvez avoir le CPU qui chauffe aussi. C'est pour ça que parfois, c'est pas souvent bien de faire une vidéo. De diagnostiquer un problème ou de faire une vidéo déjà avec l'idée prévue à l'avance. Donc, on va essayer de diagnostiquer en se basant du chauffage du power IC. Oui, c'est normal. Ça, c'est la transistor. Lorsque ça charge, ça chauffe légèrement. Ça, c'est le transistor qui gère la charge. C'est normal que lui chauffe. Ok. Maintenant, on va passer sur le chemin et on va essayer de trouver la ligne là. On va commencer par vérifier les deux lignes que j'ai dit que c'est super important au démarrage. Ici, ça c'est la carte, mais ça c'est la SPAC 7, la KF6H. Ok les amis, je prépare les formations en ligne. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Je vais mettre la description en bas de la description du groupe pour ceux qui sont intéressés par la formation en ligne. Vous vous abonnez, je vais vous communiquer ce qu'il faut faire pour suivre une formation en ligne. Vu qu'elle a trouvé qu'il y a peu de gens sur les réseaux sociaux qui font la formation en ligne en français, donc vous aurez l'occasion que je vais vous montrer comment diagnostiquer un téléphone de A à Z. Il faut savoir, vous dire que je travaille en même temps sur tous les modèles iPhone, les Android et les iPhones, donc tous les téléphones. Ok, le but c'est seulement de comprendre le principe. En réalité, qu'on soit sur iPhone ou qu'on soit sur Techno, c'est la même chose. C'est pour ça que parfois ils disent que les réparateurs de l'iPhone ne sont pas forts. Les gars, ils ont tout à leur portée, ils peuvent facilement diagnostiquer un problème ou trouver la solution facilement. Pourtant, avec les Android, vous devez
au minimum réfléchir pour voir comment vous pouvez gérer le problème. Vous n'aurez toujours pas les schémas de câblage qui montrent. Il faut apprendre à maîtriser le schéma comme ça. Donc, c'est ce que vous allez apprendre. Pour ceux qui vont faire la formation en ligne, vous devez apprendre à lire le schéma complet comme ça. Et connaître les étapes de diagnostic, comme je montre là. Et vous avez vu, moi, lorsque je diagnostique un téléphone, je pars pas à pas. Même si vous avez un niveau tellement fait, vous pouvez bien comprendre. Ok les amis, maintenant passons au Power IC. J'ai dit que le problème ici, le Power IC chauffe. On va aller tester et c'est lorsqu'on met en charge que ça chauffe. Lorsqu'on a mis sur l'alimentation, il n'y a pas de chauffage. Ça veut dire qu'ici la ligne principale ici n'a pas de problème. Ce qu'on va faire, normalement il fallait que je lance aussi ici en Big Mat, ça va nous aider pour suivre la ligne. Ok, bon, on va continuer. J'ai lancé Bitmap. Bitmap va nous permet de suivre la ligne plus facilement. Déjà, il faut savoir que lorsqu'on a un Bitmap, si je clique par exemple au niveau du connecteur de la batterie ici, vous voyez, voici la ligne VBAT qui alimente plusieurs composants. Je vais cliquer, cherchons la ligne V-System qui est directement reliée à VBAT. Il n'y a juste qu'une résistance qui sépare jamais les deux. V-System se trouve où? Regardons. Ça se trouve où? Bon, on parle même sur le Power IC. Là se trouve déjà où là? Voilà. Voici le Power IC. Jamais les condos qui sont tout autour ici sont liés à. Quel nom est-ce qu'ils ont même mis? Oh, ça doit être une erreur. Attends. Ou pas? Ah ouais, voici le système, c'est ça plutôt. Donc voici l'alimentation principale, c'est ça que j'expliquais. On voit que le Power IC ici a plusieurs entrées d'alimentation. Donc là on peut bien voir. Ok, maintenant on va passer sur le schéma de fonctionnement. Je vais aller directement sur Power IC. On va aller essayer de regarder les lignes secondaires. Je double-clique. Je vais venir juste ici, copier. Ensuite, je mets suivant. Voilà, juste ici, on a le Power IC. Regardez ici, on a le nom. On peut voir ici, on a A. Donc, ça veut dire qu'on aura plusieurs parties. Vous pouvez voir, voici entrée V-System. C'est ça qui veut dire que ça entre par plusieurs entrées. On peut voir notre première entrée ici. Ça c'est première entrée. Deuxième entrée ici. Troisième entrée ici. Et en bas, juste en bas, on a l'autre entrée. Juste ici, en bas, on a d'autres entrées. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 entrées. On peut voir juste ici, on a notre sortie. On a la sortie DVD. On a la sortie, ça c'est la sortie alimentation, CPU. On a ça c'est la partie que j'ai appelée V-Pro alimentation, ça alimente le CPU. V-Core alimente le CPU. V-Modem CPU. VPA plutôt, ça alimente, ça c'est l'entrée principale. De l'autre côté ici, c'est la ligne qu'on appelle la ligne secondaire. On peut voir aussi ici la VPA, ça c'est une tension qui alimente la partie réseau. On a la VS1, ça c'est la tension importante qu'on a besoin, qu'on va continuer les recherches dessus. Lorsqu'on clique, généralement c'est ça là qui est utilisé. Lorsque la tension se ressort comme ça, ça entre encore dans la puce, ça va nous sortir les tensions L2. Je vais cliquer ici. Bon, on peut ne pas cliquer. Si on part juste ici à côté, on peut voir ici. Ça c'est la partie B. Par contre ici c'est la partie A. Donc on voit que ça se suit. La tension la souris a fait encore ces conneries là.
on voit que la tension là, lorsque ça sort, voici ça ici, VS1, VS2. On peut bien voir. En plus, ça va, lorsque ça rentre encore dans le power ici, vous pouvez voir ici, L2I. On a plusieurs lignes VS1, VS2, V système. Ça entre maintenant, ça va faire sortir les lignes secondaires. Les lignes secondaires, voici ça. Vio, ça c'est la ligne qui alimente le cristal. On a la ligne qui va alimenter les caméras, les SIM, les vibreurs, la VUSB. Apparemment c'est la tension, c'est là qui nous intéresse. La VUSB 3,3 volts. Donc j'ai dit que ici le point peut venir de deux puces, soit la USB, soit la VIO. Voici, ici on peut voir la VIO. La VIO c'est une tension secondaire. Ça peut être la ligne là qui est en court-circuit ou la ligne VUSB. Bon, commençons déjà par tester la VIO aussi. La VIO, on va chercher où se trouve le condensateur. Si je double-clique dessus, ensuite je vais venir coller ici. Tu vas tester ça au niveau de la carte, mais on va voir. Donc on va juste à côté du power ici. On va le tester. Bon, je pense qu'on peut passer. Ok, on a lancé la caméra. On va essayer d'aller contrôler. On va essayer d'aller contrôler où se trouve le condensateur là. Mais bien, sensiblement. Voilà, vérifier en mode diode de voix. Voilà, en mode diode, on a bien une valeur. La valeur de, regardons la valeur ici. La valeur 0,400, ça veut dire que la ligne là est bonne. On va tester maintenant notre ligne USB. Allons tester la USB. Travail. Tu vois pas que tu fais la vidéo, regarde les likes pas. Tant tu souffres comme ça pour faire ça. Pas ton téléphone simplement, tu quittes tout ça. Bon, allons chercher la ligne USB 3,3 volts. Là voici, on va le checker. Est-ce qu'on a un condensateur qui est relié dessus directement? Donc juste là, on ne voit pas un condensateur, donc je suis obligé de continuer avec la ligne. Vous voyez, et continuer avec la ligne. Voilà, juste ici, ça alimente une puce. Ça c'est quelle puce déjà là? Oh, ouais. Ça alimente. Pas mal, ça part au niveau. Ah ouais, USB. C'est ça qui alimente les lignes de. En fait, la ligne là est utilisée pour alimenter le périphérique. C'est ça qui est utilisé pour alimenter les data moins et data négatifs. Comme les lignes là portent jamais une tension de 1,8 volts sur chaque ligne. Donc c'est ça qui alimente ça. Je vais encore cliquer dessus. Voilà, maintenant on est tombé ici. Voici ça ici. Là voici la VUSB 3 volts. Donc pour aussi voir ici, c'est aussi la tension AV. C'est ça que j'ai appelé VTD 3 USB. Il y avait juste A devant. Si on voit ici, on va voir que c'est ça pour le CPU. Regardez là, le CPU c'est la 1001. Si on part ici, on regarde la 1001. Vous constatez bien que la 1001 ici c'est le CPU. Donc ça c'est une ligne qui part de la puce de charge et au CPU. Ok, bon,
allons voir, on va chercher la localité, la position du condensateur là pour tester est-ce que la ligne là est vraiment en court-circuit ou pas. Ça se trouve déjà où déjà? Ça je l'ai perdu. Voilà, c'est là. Donc on va chercher le condensateur qui est ici. On a un condensateur sur la ligne. Je double-clique, je vais venir copier. Ensuite on va chercher, tester ça en mode diode pour voir si ça bip ou pas. Ça se trouve où? Voilà, juste à côté du CPU, juste en bas du CPU. Donc on va le tester pour voir si ça bip. Il n'est pas là, il a été arraché. Peut-être c'est deux lignes. Les deux côtés ça bip. Là on peut voir que la ligne là bip. On a d'un côté ça bip à mais d'un côté ça bip à 0 0 et de l'autre côté ça bip à 1000. Normalement une ligne qui porte une tension de 3,3 volts ne doit pas biper. On doit avoir bien une valeur en mode diode. Bon, je vais passer directement en bitmap. On va essayer de voir en bitmap. On va voir, c'est le condensateur qui se trouve. On va essayer de voir en bitmap. En bitmap, c'est le condensateur qui se trouve ici. Donc on peut bien voir la V USB 3,3 volts PMI. C'est ça. Vous pouvez voir. Ça, c'est la seule tension que le CPU prend qui est un peu élevée. Généralement, c'est généralement la faible tension. Donc ici, on voit que ça alimente. Il y a un composant ici que ça alimente, qui va alimenter les data plus les data négatifs. On va vérifier pour voir si ce n'est pas ça qui cause le court-circuit. Et en plus, la ligne là quitte directement du CPU. On a un condensateur ici. Ça quitte du CPU directement au power IC. Vous voyez, directement au power IC. Donc, ce qui montre ici que si on va essayer de voir le circuit, annuler tous les condensateurs qui sont sur la ligne. Si on annule le condensateur qui est sur la ligne et on a toujours le court-circuit, ça veut dire dans ce cas que soit on va avoir le problème qui vient du power IC, soit on va avoir le problème qui vient du CPU. On doit enlever un des deux pour vérifier qui est le problème. Et comme c'est le power IC qui est le plus facile à remplacer, c'est le power IC qu'on va enlever. Il faut savoir que ça, comme ça c'est une ligne pour alimenter le périphérique, c'est pas une ligne qui est importante pour que le téléphone fonctionne. Le court-circuit peut empêcher le démarrage, mais un téléphone peut fonctionner sans la ligne ici. Donc ça c'est une ligne qu'on peut bypasser. C'est juste que comme je vous ai expliqué que lorsque le power IC, si je veux me répéter un peu, parce que j'aime souvent un peu me répéter pour que les gens puissent bien comprendre. J'ai dit que lorsque regardez un peu. J'ai dit lorsque le power IC reçoit la tension de lorsque le power IC reçoit la tension V système et ça reçoit j'ai dit que ça reçoit déjà on a 5 volts avec l'ampérage, ça peut être non, V système c'est 4 volts, c'est 4 volts, on peut dire avec 5 ampères. 5 ampères. Et le power IC va faire sortir plusieurs lignes. C'est pour ça que j'avais fait plusieurs carreaux. Et chaque circuit a son ampérage qui va sortir. C'est pour ça que j'ai pris par exemple la case si ça doit sortir une ligne. Supposons que c'est ça qui va sortir. Ça va sortir 3,3 volts. Ça sort 3,3 volts avec par exemple disons 1 ampère ou 0,5, prenons 1 ampère.
Ce qui fait que lorsque la ligne c'est en court-circuit, comment le Power IC se comporte. Le Power IC, les autres ampérages que le Power IC est censé distribuer avec les autres lignes de sortie comme ça, la ligne qui est en court-circuit, à chaque fois, ça va demander plus d'énergie. Donc, au lieu que ça prend 1 ampère qu'il a besoin, il va aller prendre peut-être 3. Il va prendre, bon, ce qui est sûr, ça va prendre plus d'1 ampère. Ce qui fait que le Power IC va se concentrer tout le temps à envoyer plus d'ampérage là-bas. Comme ça travaille beaucoup, puisqu'il ne fallait, ça se met à chauffer. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque le Power IC va chauffe, ça chauffe d'un côté. Vous allez voir que c'est un côté qui chauffe. Vous allez voir que c'est pour ça que le Power IC chauffe. Ça ne veut pas dire que c'est le Power IC qui est en court-circuit. Le Power IC travaille plus que ce qui était prévu. C'est pour ça que généralement, dans ce cas-ci, on a le Power IC qui chauffe. Bon, là, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser vous pouvez poser la question en commentaire. Je pense que je peux vous répondre. Ok, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans ce cas. Dans ce qui est là, maintenant, on va vérifier. Et c'est le condensateur, si là, on va annuler le condensateur. Si on annule le circuit, si le circuit c'est là, parce qu'il y a une masse dessus, on annule aussi l'autre condensateur. Si il ne va rester que le CPU et le Power IC. Si on annule et qu'on a toujours le court-circuit, ça veut dire que le problème est soit le Power IC, soit le CPU. Ici, on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. Il suffit d'annuler un des deux. Bon, de préférence, celui qui est le plus facile à oublier. Ensuite, on teste pour voir quel a un problème de court-circuit ou pas. Ok, c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais passer au microscope. On essaie de mesurer ça pour voir. On essaie de vérifier ça pour voir. Voilà. Là, on est au microscope. Montre le condensateur, la ligne qui bip là. C'est ça ici. On a annulé le condensateur, mais il y a toujours le court-circuit. Oui. Et on a vu que plus bas normalement, ici on devait avoir un circuit. Le circuit n'est pas monté. Ici, et un compteur ici, n'ont pas monté ça. Donc, ce qui veut dire que la seule ligne qui est ici part directement du Power IC. Donc, on a la ligne qui part, la seule puce qui sont reliées, c'est directement le Power IC et le CPU. Donc, ici, comme le Power IC est facile à enlever, on va enlever le Power IC. On va essayer de vérifier pour voir si on a toujours un court-circuit. Ok les gars, il me manque encore des caméras pour projeter tout ça à l'écran. Bon, j'ai quand même commandé quelques appareils, ça arrive comme je prévois le direct. Ok les amis, n'oubliez pas de liker et de partager. J'ai beaucoup de cas comme ça, c'est juste que la formation me prend pas mal de temps. J'ai beaucoup de cas de diagnostic comme ça qu'on peut traiter. La formation me prend pas mal de temps, donc c'est pour ça. Donc lorsque j'arrive à trouver un peu de temps pour faire la vidéo comme ça, il faut liker, partager, abonnez-vous, c'est super important pour moi. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation en ligne, vous pouvez m'écrire sur mon numéro que je vais mettre juste en bas de la vidéo. Ok, on a enlevé le Power IC. On va contrôler la ligne pour voir
si on a encore un problème de, si on a un problème de court-circuit ou pas. Là, vous comprenez comment le multimètre bip. Regardez. Le multimètre bip. Voilà, là, ça signale qu'on a toujours un court-circuit sur la ligne. Puisque le power IC a été enlevé, ça veut dire que ici, le court-circuit vient du CPU. Le court-circuit ici vient directement du CPU. Passons encore sur le schéma, je vous montre encore un peu. Oui, sur le schéma, on a vu que ici, en bas, on n'avait pas de composants, ce qui faisait que ce qui était ici, c'était juste le condensateur. Là, on a annulé le condensateur. Maintenant, la ligne quitte du CPU directement au power IC. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a enlevé le power IC pour trouver quelle des deux puces causait le problème. Il fallait annuler une puce et vérifier. Là, on a enlevé le power IC. Et on a vérifié, on a toujours le court-circuit, ça veut dire que le problème ici vient du CPU. C'est pour ça qu'elle dit que dans certains cas, on peut avoir les deux puisqu'ils chauffent en même temps. Donc ici, j'ai dit que ça c'est une ligne USB. Ça alimente la partie USB data positif et data négatif au niveau du port de charge. Donc ça veut dire que ça c'est une ligne qui n'est pas important au démarrage du téléphone. Le coup, ça ne démarre pas juste parce que le power IC, normalement, l'ampérage qui est censé repartir, disons l'ampérage c'est un peu comme, je veux dire quoi, comme l'énergie. Si on prend par exemple le robinet, lorsque vous ouvrez par exemple l'eau sur le robinet, lorsqu'il y a chute de pression, vous savez, par exemple, si vous avez l'habitude de remplir par exemple un bidon de 20 litres en 2 minutes, lorsque vous avez par exemple un tuyau qui est percé quelque part, maintenant vous aurez plus de temps. Et le power IC ne comprend pas ça. Lui, il doit avoir la même quantité d'énergie pour que le téléphone démarre ou le téléphone ne s'éteigne pas après. Si on a soit la fuite, lui il s'éteint, soit il ne démarre pas. En fait, c'est ça qui se passe ici. Donc comme ça c'est une ligne qui n'est pas très importante au démarrage, ça ne peut pas empêcher le téléphone de démarrer. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, c'est qu'on va annuler la ligne là. Donc ce qu'on va faire, on va couper le pin ici. On va le bypasser. Le pin ici, on va l'enlever. On va enlever l'étain qui est dessus. On peut mettre la... Là il suffit juste d'enlever, on va enlever le pin là, où on peut mettre la colle UV juste pour masquer ça. Ici, normalement, le téléphone doit démarrer. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire et on va voir. Cherchez la ligne ici. Bon, essayons de regarder. Le processeur. Hein? En dessous de le processeur, non? Non, on va voir avec. On ne retire pas, on va seulement annuler pour que le power IC ne chauffe plus. Ce qu'il dit, c'est que ici, pour que le power IC ne chauffe plus et n'envoie pas et ne perd pas d'énergie, on va annuler la ligne ici qui le fait chauffer. Ça veut dire que le CPU peut toujours rester en court-circuit. Comme la ligne n'est plus alimentée, il n'y aura pas de problème. Le CPU ne va pas chauffer et le power IC non plus ne va pas chauffer, vu qu'il n'y aura plus une tension qui circule là-bas. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste annuler. Ici on va gratter le pin, ici on va le masquer. Cherche où ça se trouve. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Je l'ai trouvé. Voilà. Testez un peu ça pour s'assurer. Testez un peu pour s'assurer que c'est vraiment ça. Ok, on a testé là, ça bip. Voilà la ligne là qui bip. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas gratter la ligne là. Tu vas le gratter, tu vas mettre la colle UV, tu vas le masquer. Donc on va bypasser.
On va faire sans la ligne là. Je nettoie d'abord, non? Non, tu vas habiller. Tu vois que c'est bien. Ou tu vas habiller. Tu vas habiller. Bon, pas vraiment. Hein? Pas besoin. Il y a le couteau, non? Coupe le thym là. Voilà. Bon, si la puce a été bien enlevée, on n'est pas obligé de replier. Hein. On peut juste annuler la partie là. On met un peu de colle UV et on rebille. Au cas où ça a été mal enlevé, on peut rebiller. Là, comme tout est propre, on n'aura pas besoin de rebiller. On va juste mettre un peu de colle UV. Ensuite, on va sécher. On va bien sécher. Voilà, tu vas prendre la puce. Là, un peu clair. Ouais, les billes sont encore très bien. Tu vas prendre la puce. Prends la puce, tu vas couper. Il faut que tu diminues aussi l'étain sur le pin là. Pour qu'après ça ne se disperse pas pour faire un coup circuit. Diminue d'abord l'étain sur la pin. Oui, je vais voir. Oh. Montre, mais je vais te montrer. Oui. C'est plutôt comme ça. Donc voici les 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que voici la pile là ici. Ouais, ce qui est juste en haut là. Celui-ci. Ouais, diminue-le. Enlève le fil qui se balade. Ok, maintenant on va rebiller et on va voir. Tu mets beaucoup de thym comme ça va se faire balader la puce là. Beaucoup de graisse plutôt. Pas mettre trop beaucoup. Beaucoup là, ça fait ça fait. Mais la graisse, non, il y a la graisse. Il y a la graisse en bas. Centre avec les traits là, c'est pas centré. Tu vas voir les traits qu'ils ont mis pour guider. J'espère que tu as posé ça du bon côté. Oui. Ça va. Reviens. Ça ne va pas déborder, on va voir les traits là.
Jusqu'à ça, tu dois un peu pousser. Pousse encore un peu. Pousse encore un peu. Bon, tu cherches, c'est vrai que ça va se placer de toutes les façons. On monte la graisse est petite. Vous voyez, ça encore conduit. Ici un peu de secouer, voir légèrement. Voilà. Là c'est bon. Ok, essaye de nettoyer un peu. Voilà, maintenant tu vérifies s'il n'y a pas de court-circuit. Si la puce est bien posée. Ok, là on est à 345, 421, 325, 399, 442, oui, tester de l'autre côté, 388, ça c'est la V-système. Ok, il n'y a pas de court-circuit, les valeurs sont bonnes. Voilà, maintenant c'est l'heure de la vérité. On va mettre dans le téléphone, on va vérifier s'il y a toute consommation ou pas. On met dans le châssis, on va vérifier, brancher pour voir si est-ce que ça consomme encore en charge ou ça ne consomme pas. Dans les normes, on ne doit pas avoir de consommation en charge. Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt bizarre ça. Ça consomme un peu. En réalité, on ne devait pas avoir de consommation. Montre la batterie, voir. Mais là, la consommation a un peu chuté. Mettons la batterie, voir avec la batterie, qu'est-ce que ça consomme. On met le chargeur, voir. Qu'est-ce que ça consomme avec la batterie. Qu'est-ce qui dérange? Regardez le téléphone, on a le flash de charge. Waouh! Ça veut dire que le téléphone charge. Ça cherchait plutôt la batterie. Non, dans le V-système, normalement ça ne doit pas chercher la batterie. Bon, pour certains racks, bon, on va essayer de démarrer le téléphone pour voir. Déjà, ça signale le logo de charge, ce qui est bon. Tu peux débrancher, non? Comme ça charge déjà. Vous l'avez vu, le téléphone démarre. Le téléphone démarre. Ok les gars, vous pouvez pousser les pouces en l'air. Il faut aimer la vidéo, liker la vidéo, partager la vidéo, c'est important. Lorsque je fais les diagnostics complets comme ça, je mérite quand même les likes. Poussez-moi les likes, likez la vidéo les gars.
Téléphone démarre. Vous avez vu, ça démarre. On va tester. On voit. Tout passe bien. Vous avez vu. Ça, ce sont les diagnostics. Qu'il faut avoir un petit minimum d'expérience pour pouvoir trouver le genre de panne. J'ai beaucoup de trucs comme ça. Pour ceux qui ont fait la formation en ligne, vous allez bénéficier de toutes mes expériences en ce qui concerne les diagnostics. Ça, c'est ce qui concernait l'Android. Je vous ai dit, même sur l'iPhone est un peu plus facile encore que les Android, vu que sur les iPhones, on a toutes les informations. Ok les amis, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt.